J'arrive. Salut. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé. J'ai vu que c'était un peu compliqué par rapport au temps. Mais vous inquiétez pas, au début, c'est vrai que c'est difficile de faire dans le temps imparti. Mais après, vous allez vous habituer. On a toujours 1 minute 30 par question. Donc, du coup, là, vous aviez 15 questions, donc 25 minutes. Donc, moi, je vous ai fait les questions de 11 à 15. Et bon, ben, on va les corriger ensemble. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous m'arrêtez et on en discute. Du coup, Dan, est-ce que tu peux zoomer un peu? Je sais pas si là. Parce que je vois rien là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, vous? Ouais, on voit. Ouais, on voit bien. Ah, parfait, merci. Ok. Donc, question 11, c'était donc par rapport aux réactions d'oxydoréduction. Donc, A, l'oxydation correspond à une perte d'électrons. Donc, ça, c'était vrai. C'était texte court. L'oxydation, c'est une perte d'électrons et la réduction, on gagne des électrons. Donc, ça, je pense que ça n'a pas posé problème. D'abord, en fait, je vais vous dire, question 11, c'était les réponses A, B, C, D, E. Comme ça, déjà, vous pouvez vous corriger si vous voulez. Donc, c'était banco. Donc, quand vous entendez banco, on dira tout le temps ça. C'est quand il y a toutes les questions justes. Donc, A, B, C, D, E. Donc la A, c'était vrai. La B, un oxydant est un corps ionique ou neutre capable de capter un ou des électrons provenant d'une autre espèce chimique. Il se trouve alors réduit. Là aussi, bah, c'était vrai, c'est texte court. Quand un oxydant il devient réducteur, c'est une réduction. Et inversement, quand un réducteur devient un oxydant, c'est une oxydation. C'est les peroxydes ont le même nombre d'oxydations que l'hydrogène lorsqu'il est lié à moins électronégatif que lui. Donc, on avait vu que l'hydrogène, son nombre d'oxydations, il dépendait de à quoi il était lié. Quand il est lié à plus électronégatif que lui, son nombre d'oxydations, c'est plus 1. Et quand il est lié à moins électronégatif que lui, son nombre d'oxydations, c'est moins 1. Donc là, c'était moins 1. Et on savait aussi, enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans le petit tableau, je vous avais dit de l'apprendre par cœur, les peroxydes et les peracides aussi d'ailleurs, ils ont un nombre d'oxydation de moins 1. Donc voilà, il fallait connaître les deux nombres d'oxydation. Donc c'était vrai. D, dans le calcul du pH, les H3O+ provenant de la dissociation de l'eau sont négligés. C'était vrai, c'est la première approximation. Donc je vous avais dit qu'il y avait plusieurs approximations à connaître et qu'au final, on négligeait des données quoi, pour qu'en fait, ça soit plus facile ensuite de calculer le pH. Et donc ça, c'était la première approximation qui dit que les H3O+ sont négligés. Quand on voyait dans l'autoprotolyse de l'eau, vous savez, il y a H2O et ça donne OH- et H3O+. Et ben dans ce cas-là, l'H3O+, il est négligé. Donc c'était vrai aussi. Et E, dans le cas d'une neutralisation d'un acide faible par une base forte, le pH de neutralisation est différent de 7. C'était vrai. Ça, c'était les calculs, enfin les formules que je vous avais demandé d'apprendre et je vous avais même envoyé une fiche dessus. Donc quand c'est un acide faible par une base forte, le pH, il vaut 1,5 de pH de 14 plus pKa plus log de C. Est-ce que vous voyez ou vous voulez que je vous remonte la fiche? Non, on voit ce que Okay. moi, ouais, c'est bon. Ok. Donc du coup, voilà, là, il fallait, si je vous l'avais dit, il faut vraiment bien apprendre ces formules. Ça tombe tout le temps et c'est des points faciles une fois qu'on les connaît. Donc voilà. Donc pas de questions sur la 11, j'en déduis. Du coup, ensuite, question 12, c'était les réponses ACE. Donc, 12A, la différence de potentiel s'exprime en volts. Bah, ça, c'est vrai, c'est texte court. Et puis, une différence de potentiel, il faut savoir que ça s'exprime toujours en volts, que ça soit dans ce cours-là d'oxydoréduction ou de partout, c'est en volts. Du coup, Juste pour la correction, c'est une faute, c'est la question qui est... non, ah oui, alors je ne sais pas si vous savez,
Donc, la correction en passé, c'est en passe. Donc, si vous avez toutes les réponses justes, enfin, si vous avez mis toutes les réponses justes, vous avez 1 point. Si vous avez une réponse fausse, enfin, que vous avez soit pas mis une réponse fausse, soit mis une réponse en trop, c'est 0,5 en moins. S'il y a 2 réponses fausses ou que vous n'avez pas mis 2 réponses, c'est 0,2. Et au-delà de 3 réponses fausses, c'est 0. Par exemple, dans la réponse 12, c'était ACE. Donc, si vous mettiez ACE, vous avez 1. Si vous mettez AC et que vous ne mettez pas le E, vous avez 0,5. Par contre, si vous mettez par exemple ACDE, donc vous avez mis aussi D, mais vous avez mis toutes les réponses justes, ben c'est là aussi 0,5, puisque vous avez fait une faute. Si vous mettez ABCDE, ben là, vous avez fait 2 fautes, puisque vous avez mis B et D, donc vous avez 0,2. Par contre, si vous mettez juste ABCD, donc vous avez mis B, vous avez mis D et vous n'avez pas mis E, donc ça fait 3 fautes, vous avez 0. Ok, ça va. Voilà. Ben, vous verrez au début, c'est un peu compliqué, mais après, vous y faites. Donc là, une faute, 0,5, 2 fautes, ça fait 0,2, et 3 fautes, 0. Et au-delà de 3 fautes aussi. Donc du coup, OK. Ensuite, 12B, l'écriture du couple redox Fe2+, Fe3+, est correcte par convention. Alors là, c'était faux. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours figurer à gauche l'oxydant et à droite le réducteur. Donc ici, dans ce cas-là, on a un ion monoatomique, ça veut dire que c'est que par rapport au fer. Et en fait, pour savoir si c'est l'oxydant ou le réducteur, ça dépend des charges positives en haut. Et l'oxydant, on sait que c'est celui qui a le plus de charges positives. Parce que ça veut dire qu'il a moins de charges négatives, c'est-à-dire d'électrons. Et comme on sait qu'un oxydant, il est capable d'accepter des électrons, s'il en accepte, ça veut dire qu'à la base, il en a en moins. Donc, s'il a moins d'électrons, c'est-à-dire de charges négatives, il a plus de charges positives. Vous me suivez? Ouais. OK. Donc, du coup, il a plus de charges positives. Donc, on regarde là, Fe3+, ou Fe2+, celui qui a le plus de charges positives, c'est Fe3+. Donc, c'est lui qui devrait être à gauche et Fe2+ à droite. Vous avez compris? Oui. OK, top. Ensuite, le nombre d'oxydation de O2 est -2. Là, c'était faux. Le nombre d'oxydation de O2, il est nul, puisque c'est un corps simple. Et puis même dans le petit tableau, O2 et O3, quand c'est un corps simple comme ça, on met nombre d'oxydation est égal à 0. Par contre, quand on le prend dans une espèce chimique, je vous avais dit, faites attention, on considère comme si c'était un seul O, le O qui est un nombre d'oxydation de -2, et on multiplie par l'indice en bas. Donc, c'est pas pareil quand on considère l'O2 en tant que corps simple ou l'eau avec un petit 2 dans une espèce chimique où là, il faut multiplier -2 par 2 pour avoir le nombre d'oxydation totale. Vous me suivez? Bon. Si vous me dites rien, j'en déduis que vous avez compris. Ensuite, D. Le calcul du pH d'une solution ne prend jamais en compte l'électroneutralité de la solution. C'est faux. Au contraire, justement, le calcul du pH, il dépend toujours de l'électroneutralité de la solution. Selon la solution, comment elle est, le pH, du coup, il va varier. Une solution tampon est obtenue en mélangeant un acide faible avec un de ses sels de base forte. Ça, c'est vrai. Une solution tampon, c'est soit un mélange d'acide faible avec un de ses sels de base forte, soit l'inverse, une base faible avec un de ses sels d'acide fort. OK? Donc, on est bon pour la question 12. Donc, je répète, c'était ACE. Question 13, c'était AB. Donc, A, la formule du pH pour une base faible est identique à la formule utilisée pour un sel d'acide faible et de base forte. C'est-à-dire pH est égal à 7 plus pKa divisé par 2 plus log de C divisé par 2. Ça, c'était vrai.
Et en fait, je vous ai juste modifié la formule qui est à la base, c'est 1 demi, entre parenthèses, 14 plus pKa plus log de C. Et là, en fait, je voulais vous faire réfléchir et pour vous dire que, enfin, il fallait juste simplifier, quoi. Il ne faut pas apprendre bêtement les formules, il faut aussi savoir un peu les manipuler. Mais là, c'était vraiment pas compliqué, il fallait juste diviser par 2. Est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un ou pas? Non. Bon, vous n'avez pas de questions, vous avez fait tout juste à tout, là, du coup. Non, moi, j'ai pas compris ça. Pourquoi Ben, 7? J'ai pas compris. parce que, tu sais, dans la formule, tu as 1 demi, entre parenthèses, 14. Oui. Ben, du coup, 1 demi divisé par 14, quand tu appliques le 1 demi de partout, ben, 1 demi divisé par... Enfin, un demi multiplié par 14, ça fait 7. Ah, d'accord. C'est tout bête, hein, mais c'est des pièges qu'ils peuvent faire. Donc, Ouais. ok. Donc, A, c'était vrai. B, merci. Tu peux descendre un peu. Non, je suis encore à la 13. Voilà, merci. La différence, donc B, la différence de potentiel E permet de mesurer le pH. Ça, c'était vrai. Je ne sais pas plus. Bon, du coup, c'était vrai, c'était texto. Merci. Ensuite, c'est sachant que le nombre d'oxydation de O est moins de... Le nombre d'oxydation de I dans IO4- est de 6. Alors là, c'était faux. Pourquoi? Parce que, OK, donc le nombre d'oxydation de O, c'est moins 2. Maintenant, on veut le nombre d'oxydation de I. On avait dit comment on fait. D'abord, on détermine le nombre d'oxydation de l'espèce. Donc là, on a IO4-. Donc, on avait dit que quand il y avait une charge, bah, le nombre d'oxydation de l'espèce avec une charge, c'était la charge. Donc là, la charge, elle est de moins 1. Donc, le nombre d'oxydation de toute l'espèce chimique, elle vaut, enfin, de toute la molécule, elle vaut moins 1. Et après, on avait dit qu'on faisait une petite équation. On a le nombre d'oxydation de O qui vaut moins 2, mais là, on a 4 O. Donc, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et donc, en fait, là, il faudrait que je vous montre parce que c'est compliqué. Est-ce que je peux pas partager mon écran ou juste montrer la correction? Comme ça, j'ai mis une photo. Bon, sinon, je vous écris. Je peux même pas, je peux rien faire en fait. Bon, c'est pas grave. Si vous voyez dans le cours, ben, c'est exactement écrit comme ça. C'était un exemple du cours. Je vous ai remis un exemple du cours pour voir si vous l'avez bien appris. On a nombre d'oxydation total, ça vaut moins 1. Et là, 4 fois moins 2, ça fait 8. Donc, on a X, X étant le nombre d'oxydation de I, moins 8, moins tout ça, quoi, est égal à moins 1. Et comme on passe de l'autre côté, ben, ça fait 7. Parce qu'en fait, on fait moins 1, moins 8. Enfin, moins 1, moins 8. Et le moins 8, on le passe de l'autre côté. Donc, ça fait plus 8. Et ça fait 7. Vous me suivez ou pas? Mais là, c'est compliqué. Je ne peux pas vous montrer. Attendez, peut-être que là, je peux vous... Là. Je ne sais pas si vous voyez dans le 2. Là, le deuxième exemple. C'est OK Ouais, ou pas? c'est l'exemple du cours. Ouais, exactement. C'est l'exemple du cours. Ouais, c'est l'exemple type. Putain. Bon, du coup, j'en déduis que vous comprenez. Hein. Vous n'hésitez pas, hein, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Hein, posez-moi des questions maintenant, il vaut mieux que vous me les posiez maintenant. Non? Moi, c'est pour la B, je comprends pas en fait comment E, il permet de mesurer le pH. Genre, c'est C'est écrit dans le texto cours. en fait. Ah, c'est écrit. Ok. Et Merci. c'est texto et surtout, tu sais, c'est ce que je vous avais dit là avec les équations de Nernst, etc. Ok, d'accord. Merci. Donc là, on en est là. Après, la D.
le pH d'une solution indique la force de l'acide ou de la base. Donc là, c'était faux et je vous avais bien spécifié. Le pH, ça n'indique pas la force de l'acide ou de la base. Ça ne donne aucune indication et ça, c'est texte au cours. Une des premières feuilles sur ce cours-là. Et la E, c'est faux aussi. Lorsqu'on établit une réaction redox, on considère le réducteur comme réactif. C'est faux. On considère l'oxydant comme réactif et le réducteur comme produit. Ça, normalement, vous le savez. On est bon? Oui. Top. Maintenant, la 14, Dan. Si on peut passer à l'autre feuille, je ne sais pas s'il est là. Merci beaucoup. Parfait. Donc 14, donc là, on parle de liquide, de gaz, solution en IE3. Donc les forces de répulsion. Donc alors, 14, c'était BCE, les réponses justes. Donc A apparaissent lorsque les distances intermoléculaires sont importantes. C'est faux. Elles apparaissent lorsque la distance intermoléculaire sont faibles. Voilà. Donc faites attention. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut juste bien connaître le cours, quoi. C'est pas là. Après, je vous ai pris des questions pas très compliquées, mais si vous connaissez le cours, vraiment, vous pouvez vraiment avoir tout juste. B s'oppose aux forces d'attraction de Van der Waals. C'est vrai, puisque les forces de répulsion et les forces d'attraction, bah, du coup, c'est l'inverse, quoi. Donc, du coup, elles s'opposent. Sont principalement dues à la répulsion des électrons des deux particules. C'était vrai. Elles sont surtout dues aux électrons, donc ils sont dans le cortège électronique autour du noyau. D sont principalement dus à la répulsion des neutrons des deux particules. Bah là, c'est faux, puisqu'un neutron, c'est pas chargé, donc du coup, bah, ça rentre pas du tout en jeu. Les neutrons ne rentrent pas en jeu dans les forces de répulsion. Et eux sont à l'origine de la résistance de la matière à la compression. C'était vrai, c'est texte au cours, il faut le savoir. Du coup, je vous avais expliqué que quand il y avait à une certaine distance, les forces de répulsion, elles permettent à la matière en question d'éviter d'être trop compressée, puisque comme elles se répulsent, elles ne peuvent plus devenir trop proches. Quand c'est vraiment trop proche, à un moment donné, elles ne veulent pas se coller, donc du coup, ça ne peut pas se compresser. On est bon sur la 14? Ouais, c'est okay. Bon. Et la 15, c'était ADE, donc les forces d'interaction intramoléculaires. Donc, lisez bien les chapeaux. Là, je vous parlais des forces d'interaction intramoléculaires. Donc, A, les chapeaux, c'est quand vous entendez chapeau, c'est la consigne. A, concourt aux états ordonnés de la matière, donc c'était vrai, puisque les forces d'interaction intramoléculaire sont des forces de cohésion et elles participent à l'état ordonné de la matière. Ensuite, sont médiées par des liaisons fortes uniquement, ça c'était faux. Il y a des liaisons faibles et des liaisons fortes dans les forces d'interaction intramoléculaires. Et elles-mêmes, dans les liaisons fortes et les liaisons faibles, comme on avait vu, c'était un petit tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a différentes forces dans chaque liaison. Enfin, il y a différentes liaisons, quoi. Dans les liaisons fortes, il y a certaines liaisons, et dans les liaisons faibles, il y en a d'autres. Il faut toutes les connaître. Et vous apprenez bien ce tableau, ça résume vraiment tout. Vous apprenez les caractéristiques de chaque liaison, mais ce tableau, quand il y a une petite question comme ça, vous l'avez en tête et en 2-2, vous répondez à la question. C nécessite un transfert d'électrons dans le cas des liaisons covalentes. C'était faux. Les liaisons covalentes, ça repose sur un partage d'électrons, donc les électrons périphériques de chaque atome. Et il n'y a pas vraiment de transfert. C'est dans le cas d'une liaison ionique qu'il y a vraiment un transfert entre les deux atomes. Alors que dans un atome va donner un électron à un autre dans le cas d'une liaison ionique. Alors que dans le cas d'une liaison covalente, il y a un partage d'un électron de chacun des deux atomes et c'est ça qui permet de constituer le doublet.
Vous me suivez? Ouais. Oui. Super. Les liaisons ioniques s'établissent entre deux éléments chimiques avec une électronégativité différente. Ça, c'était vrai, à bien savoir. Les liaisons ioniques, c'est électronégativité différente. Et liaisons covalentes, entre autres, c'est des électronégativités assez similaires. Par exemple, entre deux carbones, bah, du coup, comme ils ont la même électronégativité, c'est une liaison covalente entre un carbone et un H aussi. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse électronégativité, une grosse différence d'électronégativité pour qu'il y ait une liaison ionique. Mais ça, vous en faites pas en UE1, il y a vraiment un cours qui détaille tout ça selon les électronégativités. Je ne sais pas si vous l'avez fait, peut-être que vous l'avez fait avec Ambre, je ne sais plus. Mais vous le saurez, quoi. Vous verrez le tableau et vous apprendrez. Mais là, c'était quand même dit dans mon cours. Et ensuite, la dernière, eux, sont vectorisés par une délocalisation des électrons porteurs de charge et d'énergie dans le cas des liaisons métalliques. C'était vrai. Donc, pourquoi? Il faut savoir déjà que les liaisons métalliques, c'est surtout dans le cas des solides. Et il y a des délocalisations des électrons. En fait, les électrons, ils sautent d'atome en atome. Et ces électrons, ils sont toujours porteurs de charge et d'énergie. Donc, du coup, comme il y a une délocalisation d'électrons, il y a toujours une délocalisation aussi de charge et d'énergie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les conductivités thermiques et électriques, elles sont toujours élevées quand il y a des liaisons métalliques. C'était dans le cours, mais c'est pour vous expliquer pourquoi. Donc là, je vous ai un peu plus détaillé, mais du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, E, c'était bien vrai. Donc 15 ADE. Est-ce que vous voulez que je vous répète juste les vrais et faux, enfin les vrais de chaque question ou c'est bon? Vous avez tout noté? Ouais, si tu peux, un des deux, s'il te plaît. Ok, alors la 11, c'était Banco, ABCDE. La 12, c'était ACE. La 13, c'était AB. La 14, BCE. Et la 15, ADE. C'est bon? Ça va, ok, merci. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Et bon courage. Et Merci. n'hésitez pas si vous avez Merci des beaucoup. questions. De rien. N'hésitez pas si vous avez des questions en revoyant ou quoi, à m'envoyer un message si vous voulez. Merci. Merci. Juste, est-ce que tu sais si le programme de 2018-2019, c'est le même que celui de cette année ou pas? À peu près. 2018-2019, c'est mon année. Franchement, ça, les cours qu'on a fait, c'était les mêmes qu'on avait fait. Ah ouais? Parce qu'on m'a Mais passé les après, cours. ça dépend pour cela. Mais maintenant que comme tu es en passe et que moi, c'était PACES, pour certains cours, oui, ça n'a pas changé, mais ne te base pas sur tous les cours sur ça, quoi, parce que parfois, ils enlèvent des parties, etc. Donc, fais Ok, attention. ça va. Voilà. Ok. Allez, Bon, bon je prends le relais. courage. De rien. Allez, ça va? Ah, c'est bon, t'es là, Daniel? Ouais, c'est bon, je suis là. Ça va, top. Je suis là. Allez. Salut tout le monde. Bisous. Salut. Ok. Du coup, on va corriger les QCM de 6 à 10. Donc, il y avait 2 QCM sur le cours de RMN que je vous avais fait et 3 QCM sur le premier chapitre de statistiques descriptives qu'on avait fait ensemble. Bon, vous les avez trouvés comment? Difficile ou... Les stats, il y a un piège. Il y a des pièges dans les stats pour une question. Alors, je vous avoue que pour les stats, je me suis beaucoup inspiré des annales et des QCM qu'on a fait en cours. Euh, Ouais, il y en a un, c'est c'est en l'annale de fait... 2014. Et genre, il y a un piège, parce que je l'ai faite. Et genre, il y a un piège dessus et ça dépend des corrections. Ça marche. Bah alors, on va voir ça ensemble sur celle que j'ai mis. OK. Alors, on va commencer par la RMN. Donc, question numéro 6. Item A. Dans le modèle en couche du noyau, la couche de nombre quantique principal n égale 2 peut contenir 12 nucléons de chaque type. Alors, vous savez que une couche quantique de nombre quantique principal n, elle peut contenir n facteur de n plus 1 nucléons de chaque type. Donc, par exemple, la couche numéro 1, elle va contenir 1 fois 2 nucléons de chaque type, donc 2 nucléons de chaque type. Donc, la couche de nombre quantique principal n égale 2, elle va contenir 2 facteur de 2 plus 1, donc 2 fois 3 nucléons de chaque type. Du coup, la bonne réponse, c'était
dans le modèle en couche du noyau, la couche de nombre quantique principal n égale 2 peut contenir 6 nucléons de chaque type et 12 nucléons au total. Du coup, l'item A, il était faux. D'accord? Il y avait une autre méthode qu'on avait donnée dans le cours, c'était de calculer J plus S, donc de calculer le moment magnétique total, plus S, le nombre de spins, et de calculer L plus S, donc le moment cinétique orbital plus le nombre de spins, et de multiplier ce résultat fois 2, et on trouvait le nombre de nucléons dans chaque couche. Mais la méthode la plus rapide, c'est du nombre quantique principal n. OK. L'atome de soufre, item B, est susceptible de fournir un signal RMN. Alors, je vous ai dit dans le cours qu'il y avait certaines règles de sélection des atomes qu'on allait étudier en RMN. En RMN, on pourra étudier les atomes qui ont soit le nombre de protons impair, soit leur nombre de neutrons impair, soit leur nombre de protons et de neutrons impair. Mais on ne peut pas étudier les atomes qui ont un nombre de neutrons pairs et un nombre de protons pairs. Or, ici, j'ai fait une faute dans l'énoncé, c'était l'atome de soufre, Z égale 16, A égale 32. Ici, l'atome de soufre, il contenait 16 protons et 16 neutrons. Du coup, dans les couches quantiques, l'ensemble de ces neutrons et de ce proton, ils étaient appariés. Et à partir de ce noyau-là, on ne pourrait pas obtenir un signal RMN. OK? C. Le nombre quantique magnétique orbital permet de quantifier la norme du moment cinétique orbital du nucléon L. Alors, le nombre quantique magnétique orbital, on est d'accord que ce nombre, il n'existe pas. On n'a jamais parlé dans le cours de nombre quantique magnétique orbital. On a parlé de nombre quantique cinétique orbital, mais on n'a pas parlé de nombre quantique magnétique orbital. Du coup, cet item, il est directement faux, puisque le nombre, la grandeur qui vous est donnée n'existe pas. Le moment magnétique et cinétique d'un spin en mouvement sont collinéaires, ben ça c'est vrai. On avait vu que le moment magnétique c'était mu, le moment cinétique c'était L, et on avait vu qu'il y avait un facteur de proportionnalité entre les deux qui était le rapport gyromagnétique. On avait vu que mu est égal à gamma L, donc les deux vecteurs étaient collinéaires. E, lors de la polarisation, l'énergie d'interaction entre le spin et le champ magnétique externe est proportionnelle au vecteur moment magnétique moins mu du spin étudié. Donc ça, c'était vrai. On a vu qu'il y avait 3 étapes en RMN. Une première étape de polarisation pour orienter tous les spins dans la même direction. Et il y avait une deuxième étape qui était d'excitation, une troisième étape de relaxation. Au cours de la polarisation, on faisait interagir nos spins avec un champ magnétique externe B0. Et l'interaction entre nos spins en mouvement et le champ magnétique externe générait une énergie qu'on appelait énergie d'interaction. Et cette énergie d'interaction, elle était égale à moins mu fois B0. Donc, l'item, il était bien juste ici. OK. Donc, ici, les réponses correctes, c'était D et E. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Alors, question numéro 7. Dans le cadre du modèle en couche du noyau, on peut placer 8 protons et 8 neutrons sur la couche numéro 2. Ben, ça, c'est faux. Puisqu'on a dit que dans une couche de nombre quantique n, le nombre de nucléons de chaque type qu'on peut placer, c'est n facteur de n plus 1. Donc, ici, ça va être 2 fois 3, 6. Et donc, on pourra placer 6 protons et 6 neutrons, dans la couche numéro 2. Donc, l'item, il était faux. B. Le nombre quantique orbital, L, est un entier variant de 0 à n-1 avec n qui est le nombre quantique principal. Donc, ça c'est vrai. Vous savez que, je vous rappelle qu'il y a 4 nombres quantiques, n, l, m, s. Donc, le nombre quantique principal, n, il est entier non nul. Le nombre quantique secondaire, azimutal ou orbital, les 3 noms sont possibles. C'est un entier qui varie de 0 à n-1. Le troisième nombre quantique, c'est le nombre m. Il varie de moins l à plus l par patte de 1. Et le quatrième nombre quantique, c'est le nombre de spins. Donc ici, l'item était juste. C. Le noyau de phosphore A égale 31, Z égale 15 possède un spin nucléaire résultant différent de 0. Alors ici, on a le nombre total de nucléons qui est égal à 31, donc il est impair. Le nombre de protons qui est de 15, donc qui est impair. Dans ce cas-là,
un atome qui possède ces caractéristiques-là, il a un spin nucléaire total résultant égal à 1,5. Donc ici, le noyau de phosphore, il a un spin nucléaire résultant différent de 0, ce qui est juste. OK ? Le noyau de phosphore ne peut pas être observé en RMN. Eh bien, c'est faux. Le noyau de phosphore, on vient de voir qu'il a un spin de plus 1,5, c'est-à-dire qu'il y a au moins un de ces nucléons qui est non appareillé. Et si au moins un de ces nucléons est non appareillé, eh bien, il pourra être observé en RMN, puisqu'on pourra avoir une différence de population entre les spins de l'état excité et le spin de l'état non excité. Je ne me rappelle plus si on l'avait vu ensemble, ça, l'étape d'excitation. En tout cas, c'est basé sur ça la technique de la RMN, la différence de nombre de spins dans les états excités et non excités. Le noyau de phosphore possède un rapport gyromagnétique plus faible que celui du noyau d'hydrogène. Alors, dans le cours, je vous avais dit que le rapport gyromagnétique, c'est un facteur de proportionnalité entre le moment magnétique et le moment cinétique. On avait dit que mu égale à gamma L, et on avait dit à partir d'ici que gamma égale à mu sur L. On avait dit que gamma, ça représentait mu, ça représentait la charge, et L, ça représentait la masse. Donc, plus le rapport masse-charge il est élevé, plus le rapport gyromagnétique sera grand. Donc, si on prend l'atome de phosphore, son rapport masse-charge, il va être charge-masse, il va être de 15 sur 31. Donc, il va être inférieur à 1. Alors que pour le noyau d'hydrogène, le rapport charge-masse, il va être de 1 sur 1, donc de 1. Donc, le noyau d'hydrogène, il a un rapport gyromagnétique qui est beaucoup plus élevé que le noyau de phosphore. Et retenez de manière générale que c'est le noyau d'hydrogène qui possède le plus grand rapport gyromagnétique. OK ? Alors, Dan, est-ce que tu peux passer à la 8, s'il te plaît ? Du coup, la réponse, c'est B et C, ça, pour la 7 ? C'est ça. Attends. Pour la 7, c'était CD, il me semble. Je n'ai pas ma feuille sur les yeux, mais sous les yeux. C'était BC, ouais, je crois. Ah, c'était BC ? Ok. Ouais. Désolé, j'ai pas ma correction sous les yeux. Excuse-moi, je t'entends très mal. Est-ce que vous l'entendez, vous? Parce que moi, j'entends. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Ok, ça va. Alors, question numéro 8. Dans le cadre d'une enquête de santé publique comparative, la glycémie de 5 patients du service de cardiologie et de rhumatologie a été mesurée. Vous savez, c'est quoi la rhumatologie? Juste pour savoir. Non, vous ne savez pas? C'est la filière en médecine qui s'intéresse aux maladies articulaires. Ok. Les résultats vous sont présentés ci-après. Donc, en rhumatologie, on a 5 glycémies. Et en cardiologie, on a aussi 5 glycémies. Donc, on va s'intéresser à ces deux séries de mesures. Donc, question numéro 1, item A. Les données représentées ici sont des données qualitatives. Ça, c'est faux. C'est des données quantitatives. Je vous rappelle qu'on avait 3 types de données, qualitatives, quantitatives, ordinales. Qualitatives, c'est les données qui peuvent se représenter sous des aspects différents, comme par exemple la couleur, le sexe, etc. Les données quantitatives, c'est les données qu'on pouvait mesurer avec un chiffre, qu'on pouvait scorer avec un chiffre, qu'on pouvait quantifier en fait. Et les données ordinales, c'est des données qui présentaient une relation d'ordre, comme par exemple le stade d'un cancer, le stade d'une maladie. Ok, donc l'item A, il était faux ici. B, la série de mesures dans les deux services sont symétriques. Ben, ça, c'est faux. Si on prend le service de cardiologie, par exemple, et qu'on prend la valeur centrale, donc qui est 1,7, et qu'on regarde les valeurs qu'on a de part et d'autre, qu'on fait la différence entre ces valeurs, on voit que la série de mesures, elle n'est pas symétrique. Donc, je vous ai fait la démonstration dans la correction. J'aurais bien aimé vous la faire là, mais je ne peux pas écrire sur le truc. Donc, tout est dans la correction. OK. L'étendue de... Pardon. C. On peut classiquement représenter ces données par un histogramme. Ça, c'est vrai. Ici, on a des données quantitatives à une dimension. Donc, on pourra représenter ces données par un histogramme, ce qui est bien juste. Attention, ici, les données ne sont pas à 2 dimensions. Pourquoi? Parce que ici, la seule donnée quantitative qu'on a, c'est la glycémie. On n'a pas d'autres données quantitatives. Là, on a représenté une donnée quantitative en fonction
d'une donnée qualitative. Donc, ici, on a bien des données quantitatives à une seule dimension, parce que l'autre dimension, ce n'est pas une donnée quantitative. OK? Donc, la C, elle était bien juste. D, l'étendue de mesure est identique dans les deux séries. Ben, ça, c'est faux. Je vous rappelle que l'étendue, c'est la plus grande valeur de la série moins la plus petite valeur. Dans le service de rhumatologie, l'étendue, elle était égale à 0,6, alors que dans le service de cardiologie, l'étendue, elle était égale à 0,7, donc c'est faux. E, on peut représenter ces données quantitatives à deux dimensions par un nuage de points. Ben, hors contexte, ça aurait été juste, mais ici, on est dans le contexte d'une donnée quantitative à une seule dimension, donc c'est faux. OK. Question numéro 9. Les fréquences cumulées ne sont jamais utilisées pour décrire des données qualitatives ordinales. C'est faux, ça. On peut les utiliser pour décrire des données qualitatives ordinales. On peut utiliser même les fréquences relatives et les fréquences absolues pour les données qualitatives ordinales. Et en général, lorsqu'on représente une donnée ordinale en fonction de sa fréquence cumulée, on utilise un diagramme en bâton. OK. Item B. Les fréquences cumulées sont classiquement représentées par un diagramme en bâton. Bah, du coup, c'est juste. C'est dans un histogramme, la largeur de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe. Alors, lorsque vous tombez sur cet item, si on vous dit que la hauteur de chacun des rectangles est constante, on peut dire que l'effectif de la classe est proportionnel à la largeur des rectangles. Je m'explique. Si on vous dit dans un histogramme dont la hauteur des rectangles est la même, la largeur de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe, ça c'est bien juste. Par contre, dit comme ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans un histogramme, il faut la donnée qui représente, enfin la valeur qui représente l'effectif de la classe, c'est la surface. Or, la surface, elle dépend à la fois de la largeur et à la fois de la hauteur. Donc, si on vous dit la largeur comme ça n'a aucune signification. Enfin, c'est pas assez précis pour dire que ça soit bien proportionnel à l'effectif de la classe. OK. Donc, c'était faux. D. Dans un histogramme, le polygone des fréquences est la ligne qui joint le centre des rectangles. Alors, c'est faux. Le polygone des fréquences, c'est la ligne qui joint le bord le milieu de la base supérieure des rectangles, donc le milieu de la face supérieure des rectangles. Donc, ici, c'était faux. OK. E, le polygone de fréquence devient la courbe des fréquences quand le nombre de classes tend vers l'infini. Ben, ça, c'est vrai, on l'avait démontré ensemble, que la courbe des fréquences, elle tend à se confondre avec le polygone lorsque le nombre de classes tend vers l'infini. Donc ici, les réponses correctes, c'était... Bon, il a enlevé. Ça sera dans la correction. OK. Concernant le diagramme... Alors, attends. Ici, les réponses correctes, c'était B, BE. OK? Très bien. Donc, concernant le diagramme camembert, il est utilisé pour représenter des données quantitatives continues. C'est faux. Qu'est-ce qu'on utilise pour représenter des données quantitatives continues? Vous savez? Vous vous en rappelez? Oui. C'est faux. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour les données quantitatives continues? Les quantitatives continues, on va utiliser l'histogramme. Très bien. Et données quantitatives discontinues? Le diagramme bâton. C'est ça, très bien. Bravo. Du coup, la A, elle était fausse. B, il est habituellement utilisé pour représenter les données qualitatives à une dimension. Ça, c'était vrai. C, il est habituellement utilisé pour représenter des données qualitatives à deux dimensions. Ça, c'était faux. Qu'est-ce qu'on utilise pour ces données-là? Vous le savez? C'est pas le tableau de contingence? Ouais, c'est ça, tableau de contingence. Bravo. OK, donc c'était faux du coup. La surface d'un secteur de cercle est proportionnelle à sa fréquence absolue. Ben, du coup, c'était juste. Dans un diagramme, le diagramme camembert est construit de telle sorte que chaque secteur, que plus la largeur, enfin plus la surface du secteur elle est grande, plus l'effectif représenté est grand. Donc ici, si la surface d'un secteur, on peut très bien dire que la surface d'un secteur de cercle, elle est proportionnelle à sa fréquence absolue.
Et du coup, E aussi, c'était juste. La surface d'un secteur de cercle est proportionnelle à sa fréquence relative. Pas de difficulté à ce niveau-là. Du coup, les réponses correctes, c'était B, D et E. Voilà. Donc, on a fait un peu du E3 et du E4. Voilà. Donc, c'est essentiellement des questions type Analan que je vous ai mis. Donc, pas de souci normalement à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou me les envoyer par message, comme vous voulez. C'est bon? Ouais. Parfait. Eh ben, bon courage pour la suite et voilà, à la prochaine, à l'année prochaine même. Merci. 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 Donc, on finit avec Ambre et voilà. Salut tout le monde. Alors, comment s'est passé le QCM? Enfin, pour mes questions, quoi. Plutôt Dur, bien, pas dur? je pense. Ça va. J'ai pas entendu. Plutôt bien, je pense. Après, on Bon. verra la correction, hein. Le pire, c'était le temps un peu quand même. Quoi? Le pire, c'était le temps un peu quand même, je trouve. Ouais, bah après, vous allez vous habituer. Enfin, là, c'était le premier QCM vraiment dans les conditions. Mais après, quand vous allez avoir l'habitude d'en faire, d'en refaire, en plus, là, bon, les cours, on va pas se le cacher, même si on vous a donné cours, même si vous les avez révisés, vous n'allez pas les connaître. Enfin, vous les connaissez pas comme ce que vous allez les connaître le jour du concours ou même après les avoir vus en cours à la fac. Donc, vous inquiétez pas pour le temps. Après, ça va se faire tout seul. Donc, voilà. Juste, c'est pour le partage d'écran, là, c'est moi qui... Dan, Oui? est-ce que tu peux me laisser le partage d'écran pour que je puisse Ah, avancer dans les questions? mais moi c'est bon, je t'avance hein, si tu veux, Ambre. Ah, ok, d'accord, ça va. Je savais pas que tu Ouais, écoutais. t'inquiète, c'est moi qui gère, t'inquiète. Ok, parfait. Bon, alors du coup, on va commencer alors avec la première question. Les réponses, c'était A, B, C, D. Alors la A, dans un noyau atomique, les interactions nucléaires fortes permettent la cohésion des quarks entre eux pour former des hadrons. Du coup, c'est vrai, c'est le petit tableau là qu'on avait vu dans le cours où vous aviez les types d'interactions. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai. La B. Pour certains atomes, le nombre différent de neutrons dans les noyaux explique l'existence d'isotopes. C'est vrai. Alors attention, il ne faut pas confondre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Le nombre de protons détermine un élément chimique et c'est le nombre de neutrons qui explique l'existence d'isotopes. Ensuite, la C. Les électrons d'un atome sont maintenus autour du noyau par des forces électrostatiques. Du coup, c'est vrai aussi. Donc, on se rappelle, il y a le noyau formé de protons et de neutrons. Et autour, vous avez les électrons qui sont autour de ce noyau. Et ils sont maintenus par des forces électrostatiques. La D. Lors du retour à l'état fondamental depuis un niveau supérieur en énergie, qu'on appelle état excité, un électron émet un rayonnement. C'est vrai aussi. Je vous rappelle qu'un électron, il peut acquérir de l'énergie. Du coup, il est dans un état qu'on appelle excité. Et après, au moment où il retourne à l'état fondamental, il émet un rayonnement. Ensuite, dans le tableau de l'item E, dans le tableau de Mendeleïev, les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques strictement identiques. C'est faux. Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques similaires, mais pas identiques. Ça peut paraître un piège un peu méchant, mais au concours, vous allez voir qu'on fait souvent des pièges sur strictement, sur toujours, sur sauf, tous ces petits mots comme ça, quand vous voyez ces adverbes-là, posez-vous la question s'il n'y a pas des exceptions ou si c'est vraiment vrai qu'ils sont tous les mêmes. Généralement, c'est souvent faux. Généralement. Après, ça peut être vrai. Voilà, là, en l'occurrence, c'était faux. Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques similaires. Ensuite, question 2. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me couper ou s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, je peux vous expliquer. Dan, est-ce que tu peux nous afficher la question 2, s'il te plaît?
Merci. Alors, du coup, là, vous aviez une question avec 2 molécules. Les molécules sont écrites en CRAM. Donc, je vous rappelle CRAM, vous avez un carbone asymétrique avec ces 4 liaisons représentées. Donc, ça, c'est vraiment une question type anal. Là, c'est bien, vous avez vu comment on faisait R et S assez tôt. Du coup, vous allez gagner du temps parce que vraiment, au concours, c'est sûr que vous allez avoir une question, voire 2 sur R et S. Donc, dites-vous que c'est des points gagnés, que si là, vous ne réussissez pas, c'est pas grave, quoi. Vous aurez le temps de vous réentraîner. Donc, la molécule de gauche est S. Alors, la bonne combinaison, c'était ABC. Donc, la molécule de gauche est S. C'est vrai. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revoie ensemble comment on numérote et comment on fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire pour le faire? Moi, je veux bien. Alors, vas-y. Alors, la molécule de gauche. Alors, la molécule de gauche. Dans l'ordre, c'était IBRCLS11. Donc, d'abord, on a l'oxygène. Donc, on a en numéro 1 le OH. Ouais. Ensuite, pour les deux autres, pour le quatrième, c'est sûr que c'est l'hydrogène. OK. Et ensuite, pour déterminer le deuxième et le troisième, comme les deux autres groupes, on a un carbone, on va regarder les autres atomes qui les composent. Donc, pour celui de gauche, on a de l'hydrogène, et pour celui d'en bas, pour celui qui est en avant, on a de l'oxygène. Du coup, celui qui a l'oxygène, c'est le deuxième, le numéro 2, et celui qui a l'hydrogène, c'est le numéro 3. Donc, dans l'ordre, je peux écrire sur le... Ouais, je sais pas. Si tu peux écrire, vas-y, écris. Okay. Mais du coup, là, je sais... Ah non, du coup, vous voyez pas. Voilà, c'est bon. Du coup, ouais, c'est numéroté comme ça. Et comme le numéro 4, il est en haut, on va inverser avec celui qui est en avant. Du coup, ça va donner le fond. Du coup, on va avoir 1, 2, 3 dans le sens anti-horaire. Du coup, c'est S. Exactement. Du coup, voilà, où Mathan avait écrit le 4, ça devient 2 et on est bien dans le sens anti-horaire. Exactement. Du coup, là, c'est parfait, tu as tout compris. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est ça. La numérotation, il l'a très bien faite. Il a eu le bon raisonnement qu'il faut avoir. Et du coup, la molécule de gauche est bien S. B, la molécule de droite a un carbone asymétrique. C'est vrai. Et elle en a qu'un seul, là, quand vous la regardez. La molécule de droite est R. Alors pareil, avec le même raisonnement, on numérote. Donc vous allez avoir le 1 où il y a le OH, le 2 où il y a le COH, le 3 le CH3 et le 4 avec l'hydrogène. Et pareil, il faut échanger et vous tombez sur un R. Donc la molécule de gauche est R, c'est faux. Si tout à l'heure on a vu qu'elle était S. Et la molécule de gauche n'est pas chirale, faux, elle est chirale. Elle a un seul carbone asymétrique, donc par définition, elle est chirale. Ensuite, question numéro 3. Merci. Alors là, pareil, vous avez 4 molécules. Et pareil, au concours, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de règle, mais généralement, c'est toujours le même type de question, quoi. R, S, énantiomère, tout ça. Donc la molécule 1 est R, c'est vrai. Alors après, dans la correction que vous allez avoir, je vous ai détaillé, je vous ai réécrit les molécules avec la numérotation, etc. Donc pardon, la bonne combinaison, c'était ABC. Donc la molécule 1 est R, c'est vrai. La molécule 2 est S, c'est vrai aussi. Les molécules 1 et 3 sont énantiomères. Du coup, c'est vrai. Alors, pourquoi? Donc, le raisonnement, c'est celui-ci. On regarde les molécules 1 et 3. D'abord, il faut s'assurer qu'on a la même formule topologique, la même formule brute, pardon. Donc, vous avez bien le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai. Ensuite, du coup, il faut faire R et S. Et la molécule 1 est R, la molécule 3 est S.
Du coup, les molécules 1 et 3 ont une relation d'énantiomère. Si la molécule 3 et la molécule 1 étaient toutes les deux R ou toutes les deux S, les molécules, en fait, c'est les mêmes. C'est quand on a deux molécules avec la même formule brute et qui sont dans la même configuration, on parle de même molécule. Du coup, il n'y a pas de relation d'énantiomère parce que c'est deux les mêmes. Donc là, on a bien une R et une S, donc on a bien une relation d'énantiomère. La molécule 4 et R, c'est faux. La molécule 4 et S, encore une fois, dans la correction, c'est détaillé. Et les molécules 2 et 3 sont énantiomères. Alors là, si on regarde les molécules 2 et 3, première chose à faire, on a dit qu'il fallait regarder les groupements portés par chaque carbone, donc voir si on avait la même formule brute. Et là, en l'occurrence, on voit tout de suite que ce n'est pas la même formule brute, parce que là, dans la molécule numéro 2, on a un BR qu'on ne retrouve pas dans la molécule numéro 3. Donc, on s'arrête tout de suite. À partir du moment où on n'a pas la même formule brute, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est sûr que ces deux molécules ne sont pas énantiomères. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour énantiomère ou pas? J'ai pas entendu, j'ai eu un bug, j'ai pas entendu l'explication. Toutes les réponses qui étaient justes pour la fois. Non. Alors, les réponses justes, c'était A, B, C. La D, elle est fausse parce que la molécule 4, elle est S. Tu veux que je le fasse ou c'est bon? Non, pas besoin, merci. Ok. Et la molécule, et l'item E, c'était les molécules 2 et 3 sont énantiomères. C'est faux parce que tout d'abord, il faut regarder si elles ont la même formule brute. Et là, on se rend compte tout de suite que les molécules 2 et 3 n'ont pas les mêmes formules brutes parce que dans la molécule numéro 2, on a un BR, ce qu'on n'a pas dans la molécule numéro 3. Donc, à partir du moment où on n'a pas la même formule brute, on ne peut pas aller plus loin. C'est sûr que les deux molécules ne sont pas énantiomères. Ensuite, question 4. Alors, la bonne combinaison, c'était ACE. Alors là, pareil, vous avez 4 molécules. Les molécules 1, 2 et 4 sont en crâne et pas la molécule numéro 3. Donc, les molécules 1 et 4 sont énantiomères. C'est vrai. Là, pareil, si vous regardez tout d'abord la formule brute, on a la même. Et après, quand vous faites R et S, vous vous rendez compte que la molécule 1 est R et la molécule 4 est S. B, les molécules 2 et 3 ont la même formule brute. Alors là, il suffit de compter le nombre de carbone, le nombre d'oxygène, le nombre d'hydrogène. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas le même nombre. Du coup, ils n'ont pas la même formule brute. Item C, la molécule 2 est de configuration S. C'est vrai, quand vous numérotez et que vous faites toujours la même méthode, vous trouvez bien que la molécule 2 est de configuration S. La molécule 2 est de configuration R, automatiquement c'est faux parce que vous avez trouvé que la 2 était de configuration S. Et la molécule 4 est de configuration S, c'est vrai aussi. Alors moi, ce que je conseille, quand vous avez ce genre de questions au concours ou en écurie, moi, ce que je faisais, c'est qu'avant même de lire les questions, tout de suite, là, quand je voyais du crâne, c'est sûr que j'allais avoir... c'est sûr qu'on va me poser des questions avec R ou S. Donc, tout de suite, avant de lire les questions, je déterminais pour chaque molécule si elles étaient R ou S. Comme ça, après, ça me permettait de tout de suite répondre en lisant les items. Parce que je n'aimais pas trop, genre quand je lisais l'item, alors attends, les molécules 1 et 4. Alors d'abord, je fais la 1, après, je fais la 4. Non, je n'aimais pas parce qu'après, des fois, je m'embrouillais dans la numérotation des molécules, tout ça. Donc d'abord, je faisais R et S pour toutes les molécules. Et après, au moins, c'est beaucoup plus facile pour répondre aux questions. Ensuite, question 5. La bonne combinaison, c'était BCE. Alors, item A. Le noyau se compose de neutrons, parmi lesquels on distingue les protons et les nucléons. Alors, c'est faux. Le noyau se compose de nucléons, parmi lesquels on distingue les protons et les neutrons. B. La neutralité électrique de l'atome est assurée par un nombre égal de protons et d'électrons.
c'est vrai, parce que un atome, c'est neutre. Ça veut dire qu'il a la même... ses charges positives et négatives sont égales. Les charges positives, c'est les protons qui sont porteurs de charges positives, et c'est les électrons qui sont porteurs de charges négatives. Alors, c'est l'état d'un Excuse-moi, électron. juste pour Ouais. la A, elle est juste ou pas? Non, elle est fausse. Ok, le merci. noyau se compose de nucléons, parmi lesquels on distingue voilà, ok. les protons Ça va. et les neutrons. Merci. En fait, c'est inversé, nucléons et neutrons. Ensuite, item C. L'état d'un électron d'un atome est décrit notamment par le nombre quantique principal n, qui est un entier strictement positif. C'est vrai, c'est la définition du nombre quantique principal. Item D. Le nombre quantique magnétique m caractérise une orbitale atomique. C'est faux. M est bien le nombre quantique magnétique, mais c'est le triplet NLM qui détermine une orbitale atomique. Je vous avais dit que on vous ferait souvent le piège entre triplet ou doublé ou une seule lettre. Donc voilà, apprenez bien les définitions, sachant qu'en fonction des cours, je vous avais dit que les définitions ne seront pas exactement les mêmes. Mais nous, le cours qu'on a vu, c'était le cours de Gauge. Après, vous allez avoir un autre cours un peu d'atomistique dans le poly. Et là, vous aurez des définitions un petit peu différentes. Mais globalement, c'est pareil. Mais voilà, il faut faire attention à bien savoir dans quel cours on vous dit quoi. Parce que le but, en fait, c'est pas de savoir la vérité. C'est juste de savoir ce que le prof dit pour pouvoir répondre aux questions. Item E, un atome ou un ion est diamagnétique si tous ses électrons sont appareillés. Donc c'est vrai, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble ça, mais il me semble que oui, je vous l'avais expliqué vite fait. En gros, les électrons, ils sont souvent par deux. Et si ils sont tous appareillés, c'est-à-dire que s'ils sont tous en binôme, ben on dit que l'atome ou l'ion est diamagnétique. Mais à partir du moment où il y en a un qui n'est pas appareillé, donc ça veut dire qu'on en a un seul, on dit que l'atome ou l'ion est paramagnétique. Voilà. Bon, du coup, c'est fini. Ensemble, on a vu de lieu 1. J'essaie d'un peu balayer tout ce que vous pouvez, enfin, tout ce qui va vous permettre un peu de prendre de l'avance. Parce que bon, voilà, c'est des méthodes et des trucs qu'une fois qu'on sait faire, bah, on retient, il y a juste à s'entraîner. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous réexplique certaines choses. Voilà, vous me dites, vous m'envoyez un message, vous m'appelez. Et voilà, bonne chance. Merci Ambre. Rien. Bravo à tous. Essayez de m'envoyer vos notes. Je vais essayer de les calculer, mais essayez de m'envoyer vos notes par message. Et je vous envoie la correction détaillée dans la soirée ou demain dans la journée. Et je vous mettrai la vidéo de la correction aussi dans la soirée. Et on se voit demain matin, 9h15. Voilà, bon courage. Bon Merci courage à beaucoup. tous. Bonne chance.